Nous sommes en l'an 126 après la chute. La nouvelle Belle Époque témoigne d'une perception quelque peu déformée d'un passé proche et rétrospectivement embelli. Les boulevards éclairés des grandes métropoles brillent au-dessus de sombres quartiers ouvriers. Les salons bourgeois voisinent avec des ateliers industriels qui ne dorment jamais. C'est un monde de fer et de vapeur. Un monde de lames et de langues acérées, où une réplique cinglante peut être aussi mortelle que la pointe d'une baïonnette. Au milieu des humains se cachent de vils paranthropes, des mutants que beaucoup considèrent comme une terrible menace. Et tandis que le reste de l'humanité s'établit dans la lumière, les agents spéciaux de la Légion étrange se dressent dans l'obscurité pour mieux la combattre, la contenir et la dissimuler aux yeux du public, afin que d'autres puissent vivre dans un monde sensé et normal. Saison 2, épisode 1. Arcane, crime et botanique. Étienne gara sa vapomobile en sifflotant. Il était plutôt de bonne humeur. Voilà quelques semaines qu'ils étaient rentrés au pays avec Aurore et on leur avait déjà assigné une nouvelle mission, la preuve de leur efficacité. Il avait accueilli l'opportunité avec soulagement. Le Francien était en plein divorce avec son ex-épouse et il n'était que trop heureux d'échapper à la tension du quotidien, même si ça devait impliquer de se battre contre des zombies, des golems tupacamariens, des huns égarés dans les couloirs du temps ou un diable joueur d'échecs. Pourtant, une fois en vue du manoir de Miraflores, il ressentit une certaine appréhension. Il n'avait pas revu Aurore depuis leur retour et se demandait si tout était encore cool entre eux, si tant est que les choses l'aient jamais été. Il s'était passé trop de choses sur ce foutu continent américain, et retourner en Francie après tout ça, retrouver leur routine, Étienne n'était pas sûr que cela soit complètement possible. Il sortit de son véhicule, eut le temps d'entrevoir Tigrou pantouflé dans le jardin, probablement la chose la plus normale à voir dans cette maison d'ailleurs, et ouvrit le coffre. Il en sortit une plante en pot, se dirigea vers la porte du manoir et toqua. Une série de pas et un bruissement de clés plus tard, le faciès de cire de rose et pamplemousse apparut. Le majordome d'Aurore avait la particularité d'être toujours neutre. Il avait ce visage et ce physique commun des gens de l'ombre. Capitaine Duboisset, Il inclina la tête. Madame la baronne est dans la piscine. L'œil aguerri du vétéran nota que le manoir était étrangement en bon ordre. Pas de cadavre de bouteille ou de Valkyrie à moitié nue en train de dormir sur un canapé, il n'était pas encore 10 heures. Pourtant, les fenêtres étaient déjà ouvertes, les rideaux tirés et l'ensemble de la bâtisse sentait bon les produits ménagers. Étrange. Salut José, la forme? Étienne se refusait à appeler le bougre Pamplemousse. Il méritait mieux qu'un surnom de fruit pour tout le travail accompli dans cette baraque. Il devait supporter Aurore et ses Valkyries au quotidien. C'était peut-être lui, le vrai héros de cette histoire. Tu veux bien monter ça dans la chambre, dis? C'est un spatifilum, ça aide à oxygéner l'air et à se détendre, je me suis dit que ça lui ferait plaisir. Bien entendu, mon capitaine. Dois-je rajouter un couvert pour le petit déjeuner? Ouais. Oui, pas grand-chose. On sera pas long, je dois l'embarquer. Le Francien réalisa qu'Aurore était dans la piscine. Et donc, pas préparée. Ça allait être long. Il fallait qu'elle fasse ses valises, qu'elle choisisse ses tenues. Beaucoup de tenues. Enfin, en tout cas pour manger, ça sera pas long. Merci. Rien de neuf ici? C'est très propre si je peux me permettre. Merci, mon capitaine. C'est calme, en effet. Madame la baronne est seule en ce moment. Cela fait moins de choses à nettoyer. La voix du majordome était toujours aussi neutre, mais Étienne put lire dans ses yeux un certain soulagement. Sentant poindre la curiosité de son interlocuteur, il ajouta. Mademoiselle Adélaïde est en tournée avec un groupe de musique, tandis qu'Aliénor, Agathe et Audrey sont à la plage sur la côte cantabrique. Étienne haussa les sourcils, agréablement surpris malgré lui. Aurore l'avait écouté, elle avait laissé ses Valkyries respirer un peu. Il sentit un sourire lui manger le visage. Quand elle le voulait, Aurore pouvait être vraiment quelqu'un de bien. Puis, il réalisa. Attends, quoi? En tournée? Eh bien, elle est visiblement entrée dans un groupe de musique, les Crazy Skulls, je crois. Elle fait du rock. La consternation laissa place à un franc amusement. Adélaïde était sans doute la plus jeune du lot. Même si elle avait techniquement plusieurs fois son âge, toute propre sur elle et toute mignonne. L'imaginer dans un groupe de rock était cocasse. Mais c'était toujours comme ça.
Les plus sages étaient ceux qui avaient le plus envie de crier. Et puis, la Légion étrange devait savoir ce qu'elle faisait. L'éloignement des Valkyries avait une autre conséquence. Aurore ne leur avait pas forcément parlé de tout ce qui s'était passé en Amérique, et de fait, Pamplemousse n'avait sans doute pas eu l'occasion de laisser traîner une oreille sur les émois de la baronne de Miraflores. Mais bon, après tout, Étienne n'avait rien fait. Il n'avait rien à se reprocher, non ? Eh ben toi aussi tu vas avoir tes vacances quand je serai parti avec la patronne. Profites-en, ça doit pas être facile tous les jours. Nettoyer la cage d'un tigre n'est jamais de tout repos, mon capitaine, et encore moins vivre avec. Étienne arriva sur le patio au moment où Aurore terminait une longueur et sortait du bassin. Elle avait opté pour un maillot 2 pièces, scandaleux pour les mœurs de la nouvelle belle époque, mais qui lui allait particulièrement bien. De dos, elle libéra ses longs cheveux retenus par une baguette en argent et s'en sécha les pointes avant de les faire retomber jusqu'à la chute de ses reins. Elle passa une serviette en travers de sa poitrine et sursauta en voyant Étienne. « Merde, tu m'as fait peur !» Le vétéran déglutit, la gorge soudainement sèche. Des sentiments lui venaient, qu'il aurait accueillis sans complexe pour n'importe quelle humaine, mais qui, pour Aurore, le laissaient toujours dans cet entre-deux inconfortable. Car il l'avait vu. Vraiment vu. Il savait ce qui se cachait sous ce maillot de bain. Étienne effaça immédiatement cette pensée de son esprit. Ce n'était pas comme ça qu'il avait voulu le formuler. Oh c'est vrai ça? Les carcistes de Sardes ne peuvent même pas sentir les intrus sur leur propre propriété? Comment tu vas? Aurore esquissa un sourire, laissant l'une de ses canines mordre la pulpe de sa lèvre inférieure, calmant le rythme de ses 2 cœurs battant à l'unisson. Menteuse! Tu l'as senti arriver, évidemment. Tout comme tu peux sentir le sang battre dans ses veines et galérer à trouver le bon endroit à irriguer. Crépuscule, c'est pas le moment là. C'est jamais le moment avec toi, hein. La paranthrope secoua la tête, chassant son agaçant surmoi sentient et ses pensées parasites. Je me suis remise au sport, quelle idée à la con. Elle se dirigea vers une table basse non loin, où l'attendait un solide petit déjeuner continental. José arriva prestement pour rajouter un couvert, alors qu'Aurore se servait, elle-même, une tasse de café. Et toi? Comment se passe ton divorce? Étienne se contenta de biscottes, de confitures et d'un grand verre de lait. Le sujet creusa un profond trou dans sa bonne humeur. Oh génial, elle m'a traité de tous les noms possibles et a pleuré comme jamais. Le pire c'est que, même si j'ai l'impression d'être le dernier des salauds, je regrette pas. Ce qui me fait vraiment me dire que je suis le dernier des salauds, mais enfin bon. Au moins, elle me déteste, donc ça l'aidera peut-être à moins souffrir. Et puis, je garde le chien. Aurore attaqua ses œufs et son bacon d'un air parfaitement neutre, avant de prendre une gorgée de son jus d'orange. Tu ne vis pas avec ce pauvre toutou dans ta vapomobile, j'espère. Non, on s'est mis d'accord pour vendre la maison. J'ai un logement de fonction le temps de rebondir et un copain lieutenant à la sûreté qui adore les chiens et qui a accepté de s'occuper de lui quand je serai pas là. Il l'emmène avec lui sur ses affaires, il paraît même que Wafi l'aide vachement bien, tiens. C'est un bon pépère, très intelligent. La paranthrope hocha la tête, prenant une autre bouchée avant de regarder Étienne dans les yeux. Alors, c'est quoi la nouvelle mission? Je sais pas, ils m'ont filé une enveloppe avec des instructions et un lieu, un village paumé dans la campagne. On n'est pas censé prendre connaissance des instructions avant d'être sur place. Cela dit... Il prit une nouvelle biscotte, regardant rapidement ailleurs. Je peux très bien avoir oublié de te le dire avant que tu l'ouvres. Aurore esquissa un sourire et s'empara de l'enveloppe pour l'ouvrir d'un ongle acéré. Elle contenait une étrange petite plaque en ferraille avec un gros bouton rouge sur lequel était fièrement inscrit « Normalix 125 », ainsi qu'une lettre que la paranthrope se mit à lire à haute voix. Agent, votre mission consiste à localiser et interrompre un phénomène de nature anormale apparu dans un endroit indéterminé se trouvant à proximité de la localité rurale de Champigny-sur-Moselle. Bla bla bla, ça on s'en fout. Ça aussi. Ah, voici les informations que nos appareils ont pu obtenir sur cette anomalie. Son caractère inédit fait que nous ignorons en grande partie la nature profonde de ses caractéristiques et il semble très improbable que vous ayez déjà pu faire face à un phénomène comparable, même si vous êtes très expérimenté. Ouais, à d'autres. Nos appareils indiquent que l'anomalie a, selon toute vraisemblance, pris la forme d'une déchirure de la réalité. Relativement bénigne, rassurez-vous, qui se caractérise par l'ouverture d'un portail vers un plan anormal.
Pour votre sécurité, ne la regardez pas, ne la touchez pas et surtout ne mettez aucun de vos membres à l'intérieur. Si malgré tous vos efforts, cette anomalie rentrait en contact avec vous, veuillez immédiatement contacter les services d'urgence de la Légion étrange et attendez les secours. Si vous devez subir des mutations de catégorie 7, veuillez vous reporter au chapitre « Comment vivre avec un tentacule » de votre manuel. Ok, là ça commence à être plus intéressant. Afin de refermer l'anomalie, veuillez déposer le Normalix 125 fourni avec cet ordre de mission à sa base. Le Normalix 125 la fermera sans danger. Éloignez-vous tout de même d'une dizaine de mètres par mesure de précaution. L'anomalie, de par sa rupture avec la réalité, n'est pas située à un endroit fixe et, selon l'observateur, ne sera pas quantiquement au même endroit. Nous avons mis au point une méthode scientifique infaillible pour vous permettre de la localiser. Comme l'anomalie est la chose la moins engageante des environs, choisissez toujours de vous rendre dans la direction la moins engageante possible et vous finirez mathématiquement par la trouver. Technique de bourrin, mais pourquoi pas? L'anomalie diffuse un champ énergétique de type straussien. Il vous sera donc impossible d'accéder à l'esprit des villageois par des moyens thaumaturgiques. Limitez au maximum l'utilisation de vos facultés anormales. Il est possible qu'une utilisation excessive de thaumaturgie entraîne des contre-coups imprévus. Le champ énergétique straussien diffusé par l'anomalie a eu des conséquences sur les villageois. Il est possible qu'ils aient un comportement irrationnel ou aient subi des mutations. Ne tuez personne, même s'il se montre vindicatif, et évitez au maximum la violence. Vous devez protéger ces civils avant tout. En théorie, la dissipation du champ devrait dissiper toutes ces conséquences fâcheuses. Oh non! Mais c'est pas fun, là! Nos appareils ont également relevé qu'une forme de vie extradimensionnelle est sortie de l'anomalie. Il vous faut impérativement la retrouver et la rapporter dans la faille avant de la refermer. N'essayez pas de la tuer ou de la capturer pour interrogatoire. Si la forme de vie n'est pas rapatriée dans sa dimension, l'univers serait susceptible de s'effondrer sur lui-même dans le pire des cas. Cette forme de vie a vraisemblablement pris l'apparence de l'un des habitants du village. Selon nos appareils, ses capacités d'imitation sont physiquement parfaites. Nous ignorons ce dont elle est véritablement capable, restez donc prudents. Cette forme de vie ne sait rien de l'humanité, hormis ce qu'elle a pu apprendre dans ce village. Elle va essayer d'imiter au mieux le comportement qu'elle connaît, mais le résultat sera nécessairement imparfait. Selon la documentation à notre disposition, cette forme de vie ne sait également pas digérer les aliments de notre monde. Pratique. Il va sans dire que cette mission nécessite la plus grande discrétion et la plus grande subtilité. Considérez toute information découlant de cette opération comme confidentielle. La Francie compte sur vous, agent. PS, ce message est équipé d'un champ liminal par extrapolation et est programmé pour s'autodétruire une fois que vous lirez ces lignes. PPS, si le mécanisme d'autodestruction s'est partiellement déclenché sans toutefois arriver à son terme, veuillez terminer de détruire ce message vous-même. PPPS, si vous avez le temps de lire ces lignes, le mécanisme d'autodestruction ne s'est pas déclenché du tout. Ne détruisez alors pas le message et rapportez-le nous à la fin de votre mission afin que nous puissions l'analyser et comprendre d'où vient le problème. Merci. Bazardant l'appareil sur la table, Aurore tendit la lettre à Étienne. Eh ben, on n'arrête pas le progrès. Ça m'a tout l'air d'une mission fastoche. Ça change pour une fois. Étienne avisa le contenu de la lettre, se grattant le crâne avec perplexité. Les objectifs ont pas l'air très durs, ouais. Et pour une fois, c'est même plutôt clair. Cela dit, si je comprends bien, on va devoir aller dans un village de campagne, le genre d'endroit idyllique, et trouver des trucs pas très engageants. Il faut qu'on trouve un machin qui se fait passer pour un humain, dans un endroit où tout le monde est potentiellement starbé à cause d'une anomalie. Aurore pointa sa fourchette vers Étienne. Facile. Il nous suffit d'organiser un festival de la tourte ou de je ne sais pas quelle fiesta de provinciaux et bingo. Celui qui mange pas, on le grille. Tu sais que t'es pas le cerveau du groupe pour rien, toi. Avec un sourire, Aurore termina son plat, utilisant du pain frais pour racler le jaune d'œuf. On y va. Sur le chemin, on achète de quoi faire des crêpes ou je ne sais pas quelle connerie à manger. On organise un petit truc sous couverture et on en profite pour dégoter le plus vilain du coin pour retrouver cette faille et ce qui s'en est échappé par la même occasion. Et le tout sans violence.
À quel moment ça peut foirer? On pourrait peut-être même faire des endives, et je sais bien les préparer. C'est sous une lumière de fin d'après-midi que la vapomobile pleine de victuailles arriva en vue du village de Champigny-sur-Moselle. La route s'était progressivement dégradée pour devenir un chemin de terre à mesure que le paysage devenait de plus en plus champêtre. À l'entrée du village, un groupe de jeunes enfants jouait gaiement à la marelle. Plus loin, dans un champ, on pouvait entendre des vaches meugler avec entrain. Aurore descendit du véhicule et s'étira, faisant craquer ses vertèbres après le trajet. Elle avait opté pour une panoplie de gentleman farmer, mêlant des bottes d'équitation, un jupon accroché à un large ceinturon, un corset pour le style, négligemment porté sur une chemise à col haut fermée par un ruban. À dire vrai, elle ressemblait à une réclame gouvernementale vantant les mérites du retour à la terre de jadis, à destination des bourgeois bohèmes de Lutèce. C'est... pittoresque. C'est tout pourri. J'ai froid, j'ai faim, je veux un goûter. Étienne sortit à son tour de la vapomobile, avisant les lieux. Lui-même avait revêtu un accoutrement qui lui donnait un air de campagnard endurci. Hey, tu l'as dit, partenaire. Merde, ça c'est l'accent de cow-boy. C'est sympa ceci dit, je me verrais pas y vivre non plus, mais y passer des vacances un jour, pourquoi pas? Disons que c'est calme, hein, c'est l'avantage. Bon, on commence par la place du village et on trouve une auberge pour la nuit, histoire de faire un peu de repérage. En tout cas, première impression, rien d'anormal en vue, c'est même plutôt bon signe. L'auberge, la seule du village à dire vrai, était aussi typique que les autres bâtisses du village à un détail près. L'enseigne indiquant son nom avait été vandalisée par un graffiti qui en barrait toutes les lettres. Devant la porte de l'établissement se tenait un homme chauve en tablier blanc, bâti comme un taureau. Il jetait des regards furieux à toute personne passant dans son champ de vision. Étienne et Aurore ne firent pas exception. L'établissement est fermé. La paranthrope se gratta le cuir chevelu, prenant la voix d'une lutétienne ingénue. Ah, c'est trop dommage. On a fait une si longue route. Pourquoi c'est fermé? Il y a un autre endroit pour dormir ici? Pourquoi c'est fermé? S'exclama l'homme comme si Aurore avait demandé de quelle couleur était le ciel. Pourquoi c'est fermé? Je vais vous le dire. Savez-vous, madame, l'effort qu'il faut déployer pour produire du bon pain frais pétri avec amour et dévotion? Le savez-vous seulement? Je me lève à 4 heures tous les matins pour préparer du bon pain frais. Et qu'est-ce que je découvre? Que Monsieur Grenouiller, l'aubergiste, sert du pain à ses clients? Et qu'il préfère son pain au mien? Ah, mais c'est la guerre, madame, c'est la guerre. Faites passer le mot. Ici, le patron du pain, c'est moi, pas un aubergiste. Et il n'aura plus le moindre client tant que ce ne sera pas admis et reconnu. La paranthrope tourna ses yeux vers Étienne, les roulant discrètement. Oh, vous avez tellement raison. Mais que fait le maire? Il n'a pas pu, je ne sais pas, interdire à l'auberge de vendre du pain. Il doit bien y avoir une loi en Francie pour ça, non? Étienne adressa un regard compatissant à sa binôme. Il avait peut-être parlé un peu vite. Le maire, le maire, si on lui parle pas de carottes, il prête pas l'oreille. Aurore se gratta la joue, perplexe. De carottes? C'est un agriculteur, c'est ça? On pourrait peut-être lui parler. Vous savez, on vient de Lutèce, on a beaucoup d'argent et de naïveté pour les produits du terroir. Ça ferait vivre un peu le village si on restait quelques jours. Vous savez, tout le monde est un peu agriculteur ici. Le maire, ça fait quelques jours qu'il est obsédé par les carottes. Il en achète par kilo et il paraît qu'il en mange même pas. Vous pourriez lui parler au maire. Lui dire de pas laisser Grenouiller vendre du pain. Et en échange, je pourrais vous donner du bon pain frais. Et fait avec amour. Pas comme celui de Grenouiller, ce fils de... Qu'est-ce qu'on ferait pas par amour, mon bon monsieur, hein? Nous y allons de ce pas. Aurore se tourna vers Étienne et murmura. Je retire ce que j'ai dit, c'est déjà pénible. Tant pis pour les crêpes, ça va créer un incident diplomatique. Dites-lui bien que s'il fait rien, je lui fous le feu à cette auberge. Étienne soupira. Ouais, ça a l'air compliqué de compter sur les villageois. Ils sont tous comme lui, et le maire qui collectionne des carottes, on va vraiment le voir. Je sais bien qu'on a rien à perdre, mais bon, la collection de carottes, ça fait pas rêver. Je me dis qu'on ne risque rien à identifier un peu les personnes clés de ce trou paumé. Et puis, après tout, on doit trouver le moins engageant du lot. Faut bien commencer quelque part. Ouais, bah allons-y pour le collectionneur de carottes. Bon sang que cette phrase sonne mal. La mairie,
facilement repérable à son fronton décoré d'un aigle impérial, baignait dans la même atmosphère silencieuse que le reste de la localité. Un panneau avait été posé sur la porte d'entrée à double battant. « Surveillez vos carottes !» On devrait peut-être pas rentrer comme ça à la fleur au fusil. On sait pas, ce type il est peut-être agressif, hein, peut-être qu'il va nous prendre pour des carottes, hein, j'en sais rien. Aurore tapa à la porte plusieurs fois. Une voix féminine tremblante et étouffée leur parvint de l'autre côté de la porte. Oui, entrez. Qui est-ce? Attendez. La porte s'ouvrit, révélant une femme âgée en tenue de fonctionnaire. Elle avait les yeux rougis par l'angoisse et tremblait fébrilement. Pourriez-vous patienter? C'est urgent? Que se passe-t-il? Madame le maire? Aurore avisa les lieux, un sourire rassurant plaqué sur le visage. Une canine pointue dépassa de ses lèvres sans qu'elle s'en rende compte. Ce qui fit sursauter l'agent municipal apeuré. Non, je suis sa secrétaire. Monsieur le maire, Oh, ce pauvre monsieur le maire. La femme éclata soudain et bruyamment en sanglots. Étienne, embarrassé, s'empressa de poser une main rassurante sur son épaule. Allons, du calme, qu'est-ce qui se passe? Il s'est enfermé dans la salle de réunion, avec ses carottes. Il ne veut pas en sortir. J'ai appelé la police, mais ils ne sont jamais venus. Je ne sais plus quoi faire. Ne forcez pas, madame la fonctionnaire. Vous n'avez pas l'habitude, c'est normal. Vous devriez rentrer chez vous. La salle de réunion est à l'étage, la première porte en face de l'escalier. Je peux rentrer chez moi? C'est vrai, c'est que je suis censée finir à 17h et il est 17h05. Oula! Filez, vous êtes en pleine illégalité, là! Un étage plus tard, Tu enfonces la porte, darling? Étienne fit rouler ses épaules. Les muscles du groupe, hein? La porte de la salle de réunion était un solide travail d'artisan, bien ancré dans ses gonds, bien renforcé par du chêne. Un défi colossal, mais que l'épaule du vétéran comptait bien relever stupidement parce qu'Aurore lui avait demandé. Il mit un premier coup, sans succès. Derrière la porte, un glapissement de surprise se fit entendre. Deuxième coup, la porte frémit mais ne broncha pas. Derrière, un cri strident se fit entendre. Troisième coup. Les gonds de la porte gémirent mais tinrent bon. Un remue-ménage de tous les diables parvint de l'autre côté de la porte. Étienne grogna un juron bien senti et donna un quatrième coup puissant. La porte s'ouvrit avec fracas, faisant valdinguer sur son passage des carottes à travers la pièce. Cette dernière en était tapissée. À l'autre bout de la pièce, retranché derrière une grande table, se tenait un petit homme replet, chauve et avec de larges moustaches blanches. Il brandissait dans sa main droite un bout de bois ressemblant à une baguette. Dans sa main gauche, il tenait fermement une carotte. Arrière, reculez! Vous êtes en danger, n'approchez pas! Au secours! Sauvez-moi! L'origine de la petite voix stridente ne faisait aucun doute. C'était la carotte qui venait de s'égosiller ainsi. Aurore regarda Étienne d'un air interloqué avant de farfouiller dans la poche de sa jupe pour en tirer un badge doré. Police! Monsieur le maire, posez cette carotte! Nous prenons les choses en main. Étienne resta muet de stupeur, ne sachant ce qui avait la primeur de sa stupéfaction. Une prise d'otage de légumes, une pièce remplie de carottes ou Aurore qui sortait un badge de police. Le vétéran soupira, la logique allait devoir subir quelques écarts pour cette mission. Le maire secoua furieusement la tête. Vous ne comprenez pas, ce n'est pas une carotte normale! C'est une carotte vampire, voilà, des jours que je la traque, je peux pas vous la laisser, je dois la manger, même si ça va me tuer. C'est mon devoir en tant que maire. Je suis pas une carotte vampire! Gémit la carotte, qui, à y regarder de plus près, disposait d'une petite bouche sans lèvres. On dit hémovore! Corrigea Aurore en s'avançant lentement vers le maire. Laissez faire les professionnels! Jetez la carotte dans notre direction! N'écoutez pas ce qu'elle dit! S'affola l'édile en se recroquevillant contre le mur à mesure qu'Aurore avançait. C'est une créature fourbe, menteuse, elle doit être mangée, vous m'entendez? Il est fou! Je suis pas une carotte hémovore! Attendez une minute, vous auriez pu la manger avant qu'on arrive, vous venez pas de la trouver là maintenant. J'avais besoin de temps pour me préparer, la manger me tuera certainement, mais c'était pas comme si c'était une décision facile à prendre. Il reporta son regard désespéré vers Aurore. Vous, pourquoi est-ce que je vous la donnerais? Qu'est-ce que vous comptez en faire? Aurore prit son air le plus innocent, ses grands yeux azurés bien ouverts. Je suis une spécialiste en hémovore. Je vais l'analyser et prendre la bonne décision, c'est mon métier.
Ne vous inquiétez pas, on est là pour vous protéger. Le maire hésita, avisa Aurore, la carotte, puis avisa Aurore à nouveau. Il gémit. D'accord. Il inspira avant de dire plus fermement. D'accord, je vais vous donner la carotte. Mais s'il vous plaît, empêchez-la de nuire. C'est tout ce que je demande. Il tendit d'un bras tremblant le légume qui sauta de sa poigne et alla se réfugier sur l'épaule de la paranthrope. Ma sauveuse! S'exclama avec ravissement la carotte. Aurore l'attrapa, laissant poindre à nouveau une canine aiguisée, en souriant malicieusement tout en la serrant plus que nécessaire. Voilà, on se calme, tout va bien. Maintenant, on pose les questions. Monsieur le maire, comment diable avez-vous mis la main sur une carotte qui parle? Le maire se redressa en tremblotant. Je l'ai entendu parler, pardi, dans le champ du vieux rucher, je l'ai vue quand elle était en terre. Elle parlait comme vous et moi. Et quand j'ai essayé de l'arracher, elle s'est enfuie. Vous vouliez me tuer? Alors je me suis mis à la chercher, j'ai acheté toutes les carottes de la région, j'ai lancé des primes, des avis de recherche, j'ai offert des récompenses pour toute carotte apportée. La commune a perdu une fortune, mais je n'ai reculé devant rien pour protéger mes concitoyens d'une carotte vampire. On dit hémovore. Aurore caressa du doigt ce qui servait de front à la carotte. Là. Vous avez bien fait, monsieur le maire. Par contre, si j'étais vous, je ferais quelque chose de toutes ces carottes. Genre, une fête de la carotte ou de la tourte à la carotte. Vos administrés vont adorer. Le vieux rucher, comment il va? Le maire avisa la pièce, semblant se rendre compte pour la première fois du bazar ambiant. Il se gratta le crâne. Ça pourrait aider à relancer l'économie en plus. J'ai tout dépensé pour ces carottes. En arrière-plan, Étienne leva le pouce à l'attention d'Aurore, tandis que le maire poursuivait. Le vieux rucher, eh bien, ça fait longtemps que je l'ai pas vu justement. Quand je suis allé chez lui ce jour-là, c'était pour prendre des nouvelles. Mais il y a eu cette carotte et ça m'a complètement fait oublier ce vieux débris. Vous pouvez nous donner son adresse? On va jeter un œil chez lui, histoire de voir si ça va. Et puis, si ça peut vous aider, on a une vapomobile pleine de denrées alimentaires. On devait la livrer plus loin, mais ça a été annulé au dernier moment. Si ça peut vous aider à organiser tout ça. Ah mais ça par exemple, vous débarquez ici spécialiste en carottes vampires. Hémovore. Hémovore, pardon, ouais. Et vous proposez d'aller voir le rucher et en plus vous arrivez pile poil avec de la nourriture pour organiser un festival de la gastronomie locale dont j'ai besoin. Je vais vous dire madame, en tant que maire, j'ai appris à reconnaître la véritable nature des gens dans ma vie. Et je peux vous dire que vous êtes vraiment la femme de la situation. Comment vous remercier? Aurore se gratta la joue de sa main libre. Eh bien, vous pouvez confier cette mission à votre boulanger, c'est un brave type, mais il souffre de la concurrence de votre auberge. Ça serait bien que vous l'aidiez un peu pour qu'il ne mette pas la clé sous la porte. Et nous, comme ça, on peut prendre une chambre pour profiter de la foire. Si vous pouvez faire ça pour nous, ça serait chouette. Ah, et portez nos affaires à l'auberge aussi, vous serez bien aimable. Oh non, le pain de grenouiller est 1000 fois mieux que... Elle sourit en fermant les yeux, inclinant la tête sur le côté pour se rendre le plus adorable possible, tout en faisant disparaître la carotte dans son dos. Eh bien, si cela peut vous aider, je vois pas très bien le rapport entre le fait d'avoir une chambre à l'auberge et le boulanger, mais soit. Vous avez l'air honnête, je peux rien vous refuser, mais faites bien attention avec cette carotte. Ne croyez pas ces mensonges et débarrassez-vous au plus vite d'elle. Ne vous en faites pas, nous avons l'habitude de gérer ce genre de choses. Protéger et servir, comme on dit. Dira-t-elle avec un sourire crispé avant de faire quelques pas en arrière vers la porte, serrant la carotte pour la faire taire. On vous laisse travailler, monsieur le maire. Aurore fit un signe de tête à Étienne pour qu'il prenne le relais tandis qu'elle sortait la carotte de ce guet-apens. Elle sentit 2 minuscules canines pointues s'attaquer à son doigt pour essayer de se défaire de sa prise. Profitant qu'Étienne soit occupé, Aurore prit la tangente et trouva un endroit au calme pour y déposer sa prise. Je te déconseille de croquer là-dedans, petite sœur, sauf si tu veux finir avec une intoxication alimentaire. Alors, à table. Enfin, façon de parler. J'ai vu beaucoup de choses au cours du siècle écoulé, mais jamais de carottes sentientes. J'ai besoin de quelques éclaircissements. Bon, mais pas la peine de serrer aussi fort. Je sors d'une prise d'otage et ça va faire 2 jours que je fais semblant d'être une carotte normale. J'ai besoin de bouger, moi. Et puis j'ai faim. Pendant un moment, j'ai presque envisagé de recourir au cannibalisme là-bas. Le légume inclina le haut de sa tige sur le côté, semblant perplexe. Vous
n'allais pas me reprocher d'être vivante quand même. Aurore farfouilla dans l'une de ses poches pour en sortir un carré de chocolat qu'elle défit de son emballage pour le poser devant la carotte. Reprocher, non. Ceci dit, j'aimerais savoir d'où tu viens, comment et quand tu as pris conscience, enfin tout ça quoi. Écoute, je vais te dire un secret. Je ne suis pas vraiment policière. Je travaille pour une agence gouvernementale ultra secrète qui protège les individus comme toi. Mais pour te protéger, j'ai besoin de savoir qui tu es. Le légume se jeta avec ravissement sur le carré de chocolat, le dévorant petit à petit. Oh, merci. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été différente des autres carottes. Je voyais les choses différemment d'elles. Dans notre potager, on parlait pas beaucoup. Elles avaient une vision assez terre à terre des choses. Elles restaient enterrées dans leurs vieilles traditions. Une carotte doit pousser et être mangée. Moi, déjà bulbe, je pensais à explorer le monde, à sortir du potager, à voir de nouveaux horizons et à manger aussi. J'avais faim et la terre et l'eau, c'est bien, mais ça me calait un peu, mais sans plus. Je passais mon temps à avoir faim, à regarder le ciel en me lamentant de ne pas pouvoir bouger. Et puis un jour, ce moustachu est venu. Il m'a entendu parler à ma cousine et il s'est mis en tête de me manger. Alors, je lui ai mordu le pied. Et ça m'a donné beaucoup d'énergie. Pendant un moment, pour la première fois depuis ma naissance, j'avais plus faim. J'ai pu trouver la force de me déraciner. Je me suis enfuie. Malheureusement, la chasse aux carottes était ouverte. Et vous m'avez trouvé là. Aurore se frotta le menton. Cette carotte venait de manger du chocolat. Ce n'était donc pas la forme de vie étrange qu'elle recherchait. Ceci dit, cela pouvait être une source d'information. Ok, bon, c'est un début. Tu as vu des choses étranges dans le village récemment ? On n'est pas venu pour toi à la base. Il y aurait eu des perturbations, une anomalie. Tu as entendu des rumeurs là-dessus ? La carotte termina le carré de chocolat et vacilla de droite à gauche. Bon, j'ai mangé trop vite. C'est difficile à dire. Je suis pas sortie de terre depuis très longtemps et avec la cavale j'ai fait profil bas. Mais les gens d'ici sont bizarres. C'est pas que j'ai une grande expertise en humain, mais ils font des choses qui me semblent complètement incohérentes ou illogiques. Il y avait ce vieux monsieur quand j'étais petite, il m'arrosait de temps en temps, ça m'aidait à pousser. Et puis, un jour, il a arrêté de nous arroser. Il était encore là, mais il s'est mis à faire des choses bizarres. Il sortait la nuit tout seul, et il revenait qu'au petit matin. Et puis, on le voyait plus de la journée. Le vieux rucher, c'est ça ? Aurore farfouilla dans son sac à main en attendant Étienne. Elle en sortit une serviette monogrammée pour enrouler la carotte dedans. Tiens, tu dois avoir froid si loin de la terre. Ça te plaît le chocolat ? T'en veux encore un peu ? Dit la carotte en s'emmitouflant dans la serviette, sautillant sur place. T'es gentille. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Aurore, comme l'arrivée du soleil le matin. Elle caressa la tête de la petite carotte avant de la ranger dans son sac à main. Je vais te mettre là-dedans, d'accord ? Tu seras caché le temps qu'on te sorte de là. Au fait, Grenouiller, l'aubergiste, il est bizarre comment, lui ? Il dit tout le temps des choses évidentes, comme le ciel est bleu. Et il sourit tout le temps aussi, mais bizarrement, comme s'il souriait pas vraiment. Il me fait un peu peur, mais il fait du très bon pain. Je me suis un peu cachée dans sa cuisine et c'était le meilleur moment de ma cavale. J'ai pas vu de clients dans son auberge, mais les chambres étaient très bien. Tu aimes ça, manger du pain frais ? C'est quoi ton plat préféré ? La carotte se tortilla, un peu honteuse. Tu le répètes pas, hein ? Aurore fit passer son doigt sur ses lèvres. Motus et bouche cousue. On se fait confiance, non ? Je te l'ai dit, je suis un peu une agente secrète quand même. La carotte répondit d'une petite voix. Le sang. Aurore esquissa un sourire, dévoilant ses canines. Comme je te comprends. Tout le reste, j'ai tellement de mal à le digérer. La carotte se mit à gigoter avec enthousiasme. Toi aussi ? T'es comme moi ? Aurore hocha la tête et passa son doigt sur ses lèvres à nouveau. Ça doit rester notre petit secret, d'accord ? Les gens ici n'aiment pas les hémovores comme toi et moi. Moi, j'ai vu ça.
Le moustachu est méchant, alors que j'ai rien fait de mal. Faut bien que je me nourrisse. M'en parle pas. Par le passé, on tombait en pamoison après un bisou dans le cou. Aujourd'hui, on me regarde de travers après avoir gémi de plaisir pour une morsure de rien du tout, je te jure. Enfin, je dois me remettre au travail. Reste bien caché là-dedans, d'accord? Au fait, on t'a donné un nom? Non. C'est pas une tradition entre carottes de se baptiser. Je vais t'appeler Ariane. Ça te plaît? Ou Emeric? Ariane ou Emeric? fit la carotte, plongée dans une intense réflexion. Ariane... Emeric... Dans Emeric, il y a me. Ça me rappelle les vaches et je déteste les vaches. Elles mangent des carottes, tu sais. Des fois, certains s'aventuraient près du potager et... Enfin, je veux pas en parler. Non. Je préfère Ariane. Je préfère Ariane, Aurore. Très bien, ma chère Ariane. Mais ne perdons pas le fil de notre enquête, d'accord? Le vétéran francien choisit ce moment-là pour réapparaître, un panier rempli de carottes à la main. Il fit la moue. Il a voulu m'en refourguer en remerciement. J'ai dit non 50 fois, mais il a insisté et bref. La ferme dont il a parlé est la sortie du village, c'est pas très loin. Étienne avisa les alentours. Bon, alors elle est où, cette carotte vampire, là? Aurore tapota son sac à main. Elle s'appelle Ariane et c'est notre amie. La paranthrope fit signe à Étienne de s'approcher, lui passa le bras derrière la nuque et lui chuchota au creux de l'oreille. Je crois que c'est elle, la cible. Elle digère mal la nourriture normale. Le francien fronça les sourcils, murmurant en retour. T'es sûr? De ce que j'ai compris du briefing, la cible imite parfaitement ce qu'elle copie. Les carottes ont pas de bouche, tu sais. Aurore fit la moue. En tout cas, c'est une piste. Elle embrassa la joue d'Étienne avant de le libérer de son étreinte et ajouta à voix haute en se retournant gaiement. Bon, direction la ferme du Vieux Ronchon. Le vétéran francien acquiesça avant de lancer un regard en biais à sa partenaire. Reste concentré, ma grande. Quelque chose me dit qu'avec tous les fadas qu'on va croiser, on va en avoir des pistes. Le vieux rucher, tu veux dire? Ouais, on peut aussi voir l'auberge et faire du repérage. La nuit va bientôt tomber et je sais pas... Me retrouver dans ce village de nuit, je me dis qu'on pourrait tomber sur des bandes de loups-garous. Passant les mains dans son dos, la paranthrope se mit à réfléchir. Des loups-garous. C'est coriace, ces machins-là. Je déconnais quand je disais ça. T'as déjà eu des loups-garous? Non, sans déconner, pour de vrai, ça existe. Au loin, la ferme du Vieux Rucher et ses champs environnants étaient déjà visibles depuis la sortie du village, ceinturés par des pousses et plusieurs enclos où pâturaient des moutons et des chèvres. Évidemment que ça existe. Et j'en ai combattu plusieurs fois même. Techniquement parlant, un vatula paranthrope est ce qui se rapproche le plus d'un loup-garou historique. Ils ont été conçus en croisant de l'ADN paranthrope avec celle du Canis lupus palipes. C'est fou ce que l'on peut faire avec un peu de malchère et de l'imagination. Le duo prit la route de la ferme, quittant le village. Étienne répondit, incrédule. Attends, les gros trucs dégueulasses qu'on a combattus à Nola, c'était des loups-garous de chez vous? Bah merde, qui a eu l'idée de concevoir des trucs pareils? Pour le département des saloperies ambulantes, tu peux voir ça avec tes carcistes de l'Ovatar. Et je suppose que les balles en argent, ça fonctionne pas. Les balles en argent ne servent pas à grand chose, par contre les balles et les armes en Drakenheisen sont très efficaces. Si un jour on tombe sur un Vatula, le plus simple c'est de lui briser les jambes. Le cœur s'arrête de battre quand ils ne sont plus en mouvement. Quoi? Bah alors ils peuvent pas dormir? Ni même s'asseoir? Ouais, complètement inadaptés comme bestioles. Enfin, sauf pour la guerre. Ils sont toujours en mouvement, ils pratiquent une sorte de danse méditative, un peu comme celle des derviches tourneurs pour se reposer et se régénérer. Ils sont bizarres ces Carcis de l'Ovatar. Moi si je devais mettre au point une forme de vie faite pour le combat, je relierais pas son mouvement à sa survie, c'est complètement con. L'obscurité gagna peu à peu du terrain. Au village, des bougies s'allumaient aux fenêtres. Dans le ciel, la forme de la lune se dessinait. Pleine, bien pleine. Comme tu dis. Sarn, Swalway, les paranthropes de ma lignée ont seulement tendance à être des émovores aussi belles qu'intelligentes. Quand tu compares ça avec les autres dégénérés... Wait! Il fait nuit vachement tôt ici, non? Étienne avisa les alentours, fronçant les sourcils. Merde, j'espère que c'est pas une anomalie narrative avec des loups-garous à la con et que c'est juste un effet de saison. Il sortit son pistolet de son étui et le garda solidement en main. Ça pue, j'aime pas ça. Si j'étais un mec qui voudrait passer incognito chez des humains, je m'installerais dans cet endroit paumé.
Bon, reste prudente, d'accord? Même les hémovores aussi belles qu'intelligentes peuvent se faire démolir par des golems à la con. Aurore fronça les sourcils et récupéra son pistolet doré strappé le long de sa cuisse sous les plis de sa robe. Des golems super avancés technomagiquement et hyper rares. Spécialement conçus pour traquer les gens comme moi, tu veux dire? La fenêtre de la maison était sale et couverte de crasse. Aurore jeta un œil et découvrit un salon dans lequel régnait un grand désordre. Les meubles avaient été déplacés et renversés sans logique ni cohérence. Elle put également voir des subtiles inégalités dans le reflet du plancher, comme si, par endroits, il avait été recouvert de tissu. Derrière elle, le vétéran déglutit. Aurore? Laisse-moi deviner, il y a quelque chose derrière toi qui vient de te baver sur l'épaule. Alors non, mais on a quand même un petit problème. 3 formes étranges se traînaient vers les 2 agents, à quelques mètres d'eux. Elles auraient pu, avec un peu d'imagination, être assimilables à des grosses limaces au corps bouffi et graisseux, si elles n'avaient pas possédé des vestiges de pattes avant, une bouche démesurée grande ouverte et des restes d'énormes cornes sur leur crâne déformé. Le trio de créatures rampa lamentablement au sol. L'une d'elles releva la tête et poussa un beuglement affreux. Ah, bordel de sarme, c'est dégueulasse! Étienne, enfonce la porte! Bordel de merde! En chasse, les façonneurs de chair glissèrent à une vitesse anormalement élevée. L'une des créatures se jeta sur Étienne et lui mordit sauvagement la jambe, le tirant en arrière et lui faisant perdre l'équilibre. Les 2 autres, dont celle qui semblait être la plus grosse du trio, se concentrèrent sur Aurore. L'alpha poussa un nouveau beuglement, frotta une de ses pattes sur le sol et chargea la carciste frontalement comme un taureau informe visant son toréador. Le sang de la paranthrope ne fit qu'un tour. Elle sentit le poids rassurant de son pistolet dans sa main. Il y avait 10 balles dans le chargeur, de gros projectiles à tête plate, très efficaces pour stopper à peu près tout ce qui n'était pas un char d'assaut. L'arme cracha à plusieurs reprises. Il fallait protéger les civils et limiter les pertes humaines. C'était un fait. Ceci dit, il n'y avait rien d'écrit concernant le cheptel génomodifié. Les détonations de l'arme d'Aurore claquèrent comme l'orage. L'alpha fut touché en pleine charge, alors qu'il bondissait vers le visage de la paranthrope. La 2e balle le cloua au sol en enfonçant le projectile si fort dans sa parodie de torse que la gravité sembla lui interdire tout nouveau mouvement. Il était encore en vie quand la 3e balle fut tirée, et ne le fut plus du tout lorsqu'elle l'atteignit, lui explosant le crâne en aspergeant les alentours de malchair. De son côté, Étienne se débattait avec moins d'efficacité. Il avait fait feu sur son assaillant à plusieurs reprises en visant son crâne, mais ses balles ne semblaient pas blesser la créature. Tout juste la firent-elles reculer en poussant des grognements. Le vétéran, encore au sol, donnait de rudes coups de pied vers la créature pour la tenir éloignée, alors qu'il tentait de se redresser comme il pouvait. La dernière créature s'attaqua à son tour à la jambe d'Aurore, abattant ses puissantes mâchoires autour de sa cheville et tirant d'une force surnaturelle dessus pour faire perdre l'équilibre à sa proie. Dans l'échauffourée, le sac à main de la paranthrope gigota tant qu'il s'ouvrit et qu'Ariane passa sa tige en dehors de ce dernier. Bouge pas comme ça, je vais... Ah! Des vaches mutantes! Le légume bondit alors sur l'assaillant d'Aurore, s'enfonçant dans l'œil de la créature qui poussa un beuglement de douleur en relâchant sa prise. Lâche-la, espèce de méchant! Profitant de la diversion causée par Ariane, la paranthrope dissipa son apparence humaine autour de son poignet, faisant jaillir sa lame d'os de son avant-bras pour la planter dans le crâne du bovin. Ah, c'est à moi. Pardon. Pousse-toi, la stagiaire. Mais je ne vous permets pas. Tu te tais. Dans les moments dramatiques et pour me plaindre, c'est moi qui parle. On en était où? Ah, oui. Aurore avait la tête qui tournait. Des chimères et des bribes de souvenirs s'assemblaient et s'agglutinaient dans son inconscient, se parasitant les unes les autres. À chaque fois qu'elle était en danger, c'était ainsi. Son organisme accélérait au-delà de toute limite humaine. Ses 2 cœurs se mirent à tambouriner dans sa poitrine. Les neurotransmetteurs de sa colonne vertébrale, de son thorax et de son tronc cérébral amplifièrent ses réflexes, sa vitesse. Son hypersystème immunitaire libéra un cocktail d'agents chimiques dans son corps. Elle devait sauver... Comment il s'appelle déjà? Ah oui, Étienne. Elle devait sauver Étienne. La lame d'os se ficha dans le crâne de la créature dans un sprotch répugnant, avant que cette dernière ne pousse un borborigme inhumain et s'effondra mollement au sol. Ariane en profita pour sautiller sur le bras de la paranthrope et se cramponner à son épaule. Plus loin, Étienne était aux prises tant bien que mal avec la dernière créature.
Son pistolet inefficace, il avait basculé sur le dos de son assaillant et avait entouré son bras autour de son cou graisseux, se plaçant hors de portée de sa puissante mâchoire. Le vétéran avait toutefois essuyé plusieurs virulents coups de sabot et portait la marque de plusieurs contusions. « Aurore, il y en a d'autres !» avertit Ariane de sa voix stridente. Autour d'eux, le blé se mit à onduler sous le passage de nouveaux façonneurs rampant sous les cultures. Des cris atroces, vaguement bovins, vaguement caprins, s'élevaient un peu partout autour de la ferme, convergeant vers les deux agents. Aurore braqua son arme à bout portant sur la bestiole menaçant Étienne et lui envoya un pruneau dans le cerveau comme on l'aurait fait dans un abattoir. Rengainant sa lame d'os dans son avant-bras, elle saisit Étienne par le col pour le redresser et fonçait vers la porte de la masure pour l'enfoncer sans plus de cérémonie. « Le plancher! Vite! Il doit y avoir une trappe en dessous! Dépêche-toi, je vais les retenir !» Restant dans l'encadrement de la porte, elle vida les dernières balles de son chargeur vers le bétail hurlant. Le vétéran obéit à sa collègue sans perdre un instant, se mettant à inspecter le sol frénétiquement. Il poussa une brève exclamation dégoûtée. Il y avait des milliers de cadavres de mouches répandus sur le sol. L'odeur était aussi atroce et lourde qu'on pouvait l'imaginer. Il se couvrit spontanément le nez dans sa recherche désespérée d'une issue. De son côté, Aurore aperçut une silhouette difforme, puis bientôt 2, puis bientôt une dizaine, surgissant de toutes parts en poussant des beuglements affreux, rampant à toute allure dans sa direction. Ces tirs fauchèrent les créatures les plus rapides et les plus téméraires, mais d'autres cris déchirants de plus en plus proches s'accumulaient autour de la bâtisse. « Étienne, dis-moi que tu trouves quelque chose! Un passage, n'importe quoi! J'ai pas plus dégueu à proposer comme chemin, peu engageant! Je suis presque à court de munitions. » Elle mit un deuxième chargeur dans son arme, le dernier, avant de faire tomber le meuble le plus proche en travers de la porte. « Je ne tiens vraiment pas à déchaîner mes pouvoirs pour nous sortir de ce merdier! » Si tu crois que c'est facile d'y voir quelque chose dans ce... Ah! Attends, La voix du vétéran parvenait d'une pièce jouxtant le salon. j'ai trouvé une trappe! La porte d'entrée frémissait dangereusement sous les coups de boutoir. Des cris rageurs et furieux fulminaient de l'autre côté, de plus en plus nombreux et de plus en plus stridents. Le bruit du verre brisé et du bois fendu retentit à de multiples reprises. Ne demandant pas son reste, Aurore conserva ses munitions et rejoignit Étienne vers la trappe, n'hésitant pas à le pousser pour refermer ensuite frénétiquement derrière elle. Sarn, je suis à 2 doigts de me faire végétarienne. La cave dans laquelle atterrirent les deux agents présentait plusieurs avantages. Elle était en partie épargnée par l'odeur horrible de la maison, des cadavres de mouches, et, plus important encore, il n'y avait pas dans cet endroit des créatures mutantes cherchant à les tuer. Ici, des tas de boîtes de conserve. Là, des boîtes d'outils en tout genre, quelques étagères vides et même une trousse de secours qui datait de la dernière guerre kaiju. Des bruits ténus leur parvinrent de l'extérieur. Le vacarme de créatures défonçant portes et fenêtres, rampant dans la maison. Étienne s'affala contre un mur, poussant un grognement douloureux. Le bas de sa jambe formait un angle bizarre. Ah, c'est paradoxal. Finir dans une cave quand on fuit des bovins... Putain, je crois qu'elle m'a cassé quelque chose. Avec un jeu de mots pareil, tu devrais t'estimer heureux de ne pas subir plus. Débarrassant une table de son bric-à-brac, Aurore aida Étienne à s'allonger. Allez, mets-toi là que je t'examine. Ariane, tu peux monter la garde s'il te plaît? Le légume s'exécuta et s'installa fidèlement devant la trappe, aux aguets. Pour le moment, les créatures semblaient chercher furieusement leur cible et exprimer sèchement leur frustration de ne pas les trouver en meuglant de dépit. Étienne s'allongea sur la table, se redressant au moyen de ses coudes pour avoir un aperçu de son état. La mâchoire de son assaillant avait été anormalement puissante, mais elle était dépourvue de crocs. Le tibia avait encaissé un rude choc, mais sans trace de morsure. En revanche, l'os avait été si malmené qu'il avait été délogé de son axe. Le vétéran secoua la tête en grimaçant de douleur. Eh merde, je l'ai pas vu venir cette saloperie. Tu vas bien toi? T'as rien? Rien de grave. J'ai mal, mais je me régénère naturellement, pas comme toi. Elle se pencha en avant, regardant la blessure, reniflant à plusieurs reprises. Je vais devoir remettre ça en place tant que c'est chaud. Tu veux un anesthésiant? Attends, laisse-moi deviner. Tu vas dire non parce que ça te plaît de faire le bonhomme, mais je te préviens, ça risque de faire mal. Je crois que je vais dire oui. Rien que pour te contredire. Quand j'étais en train de fouiller la baraque, j'ai aperçu un cadavre. J'ai pas vraiment eu le temps de l'inspecter, mais... il était complètement méconnaissable, à moitié bouffé par les insectes. Ariane se retourna vers Étienne. Est-ce qu'il avait des cheveux blancs et une grosse barbe? Je sais pas, j'ai pas eu le temps de regarder son visage. Une salopette bleue? Ouais, je crois. Alors c'est le vieux monsieur qui m'arrosait. Dit sombrement la carotte.
Pauvre homme. Manger par son propre repas, quelle faim atroce. Aurore récupéra la vieille trousse à pharmacie et fit la moue. Un peu périmé, mais ça fera l'affaire. Enlève ton pantalon, Étienne. Nécessité avait beau faire loi, l'idée de se retrouver en sous-vêtements devant la paranthrope rendait Étienne bizarrement nerveux. Allez bourreau, faites votre office. Il lèvera le nez vers la trappe de la cave. Les créatures s'éloignaient. Qu'est-ce qu'on fait? On passe la nuit là? J'ai moyennement envie de sortir avec ces bestioles aux alentours, mais j'ai aussi moyennement envie de rester planté là. Comme une carotte. On passe la nuit là. Quelques heures au moins. T'es pas en état de te déplacer et je peux pas utiliser ma magie pour exterminer tout le monde. Elle observa les lieux. On a de quoi manger, c'est relativement propre et on peut faire un peu de place pour s'allonger. Récupérant un goujon dans la pharmacie, elle le tendit à Étienne. Mets-toi sur le ventre et mords là-dedans. Attends, c'est ça ton anesthésien? Et tu vas pas me couper la jambe au moins? Il se retourna sur la table en soupirant. Oh, misère. Mais non, chochotte. Allez, arrête de gigoter, j'ai besoin de me concentrer. Étienne sentit 2 piqûres à la base de son mollet avant qu'un coup sec ne lui remette le tibia en place. Curieusement, outre le bruit désagréable, il ne sentit aucune douleur. Sa tête commençait à tourner légèrement avant qu'une claque sur les fesses ne le remette d'aplomb. Hey, reste avec moi, hein. C'est bon. Mais pas de geste brusque, d'accord? Étienne cligna des yeux, un peu surpris. Il s'était attendu à ressentir un mal de chien. Et il ne s'était pas attendu à ce que l'on mêle son fessier compact à cette histoire. Il se retourna et plia sa jambe fraîchement guérie. Bah, j'ai rien senti. C'était quoi cet anesthésiant? Chlorhydrate de lidocaïne. Ta jambe va être un peu engourdie pendant quelque temps. Rassure-toi, amore mio. Ce n'est pas addictif. Elle s'assit sur une chaise non loin, se massant le crâne sous sa masse de cheveux. Étienne acquiesça en se redressant, faisant mine de savoir exactement ce qu'était ce produit dont il n'avait jamais entendu parler. Il renfila son pantalon maladroitement. Ouais, ça m'inquiète un peu de m'attarder trop longtemps dans ce coin. Toi, tu devrais pas craindre grand-chose, mais moi, je suis pas si différent d'une vache. Enfin, si, mais disons que je suis pas si différent d'un de ces villageois. Peut-être que je vais finir par voyer moi aussi si je reste trop longtemps là. Je t'avoue que ça m'angoisse. Ça et les vaches mutantes. C'est un risque, oui. Mais après ce qu'on a vécu tous les deux, je ne suis pas certaine que ça change grand-chose. Pour le commun des mortels, t'es déjà à moitié zinzin. Prenons 1 heure ou 2 pour se reposer et manger un morceau. On sortira ensuite si on n'entend plus ces bestioles. Pour te supporter, être à moitié zinzin est le minimum syndical. Maugréa le vétéran en farfouillant ses poches. Il me reste des carottes du maire si ça te dit. Protesta Ariane, indignée. On peut aussi farfouiller dans les caisses pour assembler un gueuleton qui ne contient pas un membre honoraire de notre petit groupe. D'accord. Après tout, c'est un peu tôt pour se livrer au cannibalisme. Ne vous faites pas d'idées. Je ne suis pas comestible. Dans la réserve, les 2 agents se concoctèrent un repas de fortune en piochant dans les conserves qui, certes, n'étaient pas fameuses, mais avaient le mérite d'être consistantes. Dehors, le bruit des créatures s'estompa. Ariane montait malgré tout la garde près de la trappe. Bon, franchement, je pense que l'anomalie doit être dans le coin. On a des vaches horribles tueuses, une baraque défoncée, des cadavres de mouches partout, un cadavre décomposé, et on fait difficilement moins engageant. Je pense que si on fouille un peu, on devrait pouvoir la trouver. Mais par contre, pour le truc qui en est sorti, je sais pas, on attend que le maire organise son goûter géant. Il y a plusieurs trucs qui me gênent en fait dans ce plan. Déjà, on sait pas combien de temps il va mettre, et la situation pourrait dégénérer. Et ensuite, je sais pas, le truc ne pourrait pas tout simplement ne pas s'y pointer, et il faudrait qu'on vérifie que chaque villageois mange bien. C'est galère. Qu'est-ce que t'en penses? Touillant un sachet de nouilles réhydratées, Aurore réfléchit à voix haute. On n'est clairement pas loin de cette anomalie. On a mis les pieds dans la partie pourrie du village, ça ne fait aucun doute. Par contre, pour le truc, comme tu dis, je sèche un peu. Je ne fais pas confiance au maire pour organiser quoi que ce soit. Ceci dit, on sait que le pain du boulanger est dégueu. On pourrait peut-être lui demander qui est son meilleur client. Ça donnerait une piste sur quelqu'un qui essaierait de se faire passer pour un autochtone sans en connaître les codes. Et puis, dans les enquêtes criminelles au cinéma, c'est toujours la première personne interrogée qui est le coupable. Ah ouais, ça c'est la méthode d'enquête travaillée. Cela dit, j'ai pas beaucoup mieux à te proposer. On pourrait toujours essayer de voir si les gens mangent à l'heure du repas, et ensuite, on pourrait faire une liste de ceux qui n'ont pas mangé, et ça réduirait notre champ d'action, mais... Ah, ça serait un peu fastidieux, et pas forcément très fiable. Faudrait qu'on trouve une manière de réduire le nombre de suspects, et relativement rapidement. Entendant leur conversation, Ariane demanda depuis son poste d'observation.
C'est quoi l'anomalie dont vous parlez? Une forme de vie qui a vraisemblablement pris l'apparence de l'un des habitants du village. Si elle a des capacités d'imitation physiquement parfaites, elle ne sait rien de l'humanité, hormis ce qu'elle a pu apprendre dans ce village, tenterait d'imiter au mieux le comportement qu'elle connaît et ne saurait pas digérer les aliments de notre monde. Ça te parle? La carotte d'Odolina sur place, songeuse. Pas trop. Moi non plus, je sais pas grand-chose de l'humanité. Je suis sortie de terre il y a peu. Mais il y a quelques jours, avant que le méchant maire me capture, j'ai aperçu le vieux monsieur qui m'arrosait dans les rues du village. Il avait l'air comme d'habitude, mais s'il y a son cadavre ici, c'était peut-être pas lui. Étienne leva un sourcil. On sait pas depuis combien de temps il est mort, peut-être qu'il s'est fait bouffer par ses vaches hier soir. Vous m'avez posé une question, je vous réponds. Aurore déposa ses nouilles entamées devant Ariane. Pour ta peine. La paranthrope se gratta le menton. C'est pas bête, ça. On pourrait déjà voir si cette chose a pris la place de Spécor. Et on a un témoin pour l'identifier. Ariane se jeta sur les nouilles comme un athlète se serait lancé depuis le plus haut plongeoir d'une piscine olympique. De bruyantes mastications se firent entendre. Étienne concéda du chef. Ah, c'est pas le témoin le plus orthodoxe qu'on ait eu, mais elle peut le reconnaître, c'est vrai. Si effectivement ce truc a pris l'apparence du vieux rucher, ça va nous faire gagner un temps monstrueux. Ariane pourrait faire une solide recrue pour la Légion étrange. Aurore fit une petite gratouille sur la carotte douée de conscience, qui émit une sorte de ronronnement épluché. Étienne se pencha en avant et dit d'un ton plus bas. T'attaches pas trop, je te vois venir. Si on ferme la faille et que tout redevient normal, ça redeviendra aussi une carotte normale. Si ça arrive, je la planterai dans le potager du manoir. Et je demanderai à Rosée de l'arroser. Elle bâilla et posa ensuite sa tête entre ses bras, accoudée sur la table. Allez, tâchons de nous reposer un peu. Je sens qu'une fois sortis d'ici, on n'aura plus vraiment l'occasion de souffler. Ouais, c'est bizarre de se dire que le meilleur endroit du coin soit une cave sous une maison envahie par des vaches mutantes, mais bizarrement, je me sens pas si mal que ça ici. Ariane, de son côté, gémit à nouveau. J'ai trop mangé. La carotte se laissa tomber dans le sac à main d'Aurore, se blottissant dans un tissu pour s'endormir. Aucun bruit venant de l'extérieur ne vint troubler les agents alors qu'ils prenaient un peu de repos. Aurore attendit qu'Étienne s'endorme pour relever la tête de sa masse de cheveux. Le cerveau en ébullition. Ne fais pas genre, Aurore. Tu adores flemmarder, mais biologiquement parlant, t'as pas besoin de beaucoup de sommeil pour être en forme. La paranthrope renifla et pencha son visage sur le côté pour regarder son collègue dormir. Il est mignon quand même, hein? Sa mâchoire volontaire, sa barbe de 3 jours, son cancer en train de lentement lui ronger la prostate. Ah, je peux sentir les battements de son cœur, ses intestins en train de travailler. En poussant un peu, je pourrais même capter les rêves de son subconscient. Mais non, je vais pas le faire. Sauf si tu me le demandes. Aurore s'enfouit la tête dans les mains en serrant les dents. Et puis, je peux sentir le sang battre le long de sa carotide. Papa. Papa. Comme il a l'air appétissant, chaud, délicieux. La paranthrope inspira, expira, essayant de calmer ses plus bas instincts. Ses ongles s'allongèrent en griffes. Ses canines se mirent à jaillir de la gangue de ses gencives décolorées. Cet idiot d'Étienne avait raison. Depuis que tu as croqué dans cette courge de Bonataos Caleb lors de votre mission à Massilia, t'as retrouvé le goût du sang, hein? Quelle idiote tu fais! Et au lieu de simplement lui administrer un antidouleur, t'as préféré planter tes canines dans son mollet. Comme si c'était un gigot d'agneau. Maintenant, son odeur est en train de te vriller le crâne. Tu sais, on pourrait se rapprocher de lui, quémander un câlin. Bien inconscient des pensées de sa collègue et de ce qui se passait dans sa prostate, Étienne se retourna légèrement en cherchant inconsciemment une position un peu plus confortable. Il somnolait sans vraiment dormir, ce genre de petit repos dont il avait l'habitude dans les endroits hostiles qui lui permettaient de récupérer tout en restant un minimum alerte. Son inconscient guettait davantage les bruits qui pouvaient provenir de l'extérieur. Aussi resta-t-il immobile et vulnérable. Il fait des petits bruits quand il dort. C'est tellement mignon. Oula, oula, oula. Calme-toi, calme-toi. C'est juste un humain. Son goût est
passable au maximum. Pas la peine de t'emballer. Pas la peine de fantasmer dessus non plus. Hein. Voilà, on est apaisé, on pense à autre chose. T'as fini, Crépuscule? Tu veux vraiment jouer à ça? Et tu vas faire quoi, hein? Me saouler avec tes intérêts spécifiques? Exactement! Le savais-tu? Ce sont les communications entre les neurones à travers les synapses qui créent la pensée. Ces communications s'effectuent au sein d'un neurone grâce à un potentiel d'action électrique et entre deux neurones grâce à des neuromédiateurs chimiques. Ah bah oui, Aurore, je le sais! Et tu savais que le tien de cerveau possédait un parasite filamenteux circulaire d'un diamètre de 2 micromètres en train de produire une quantité d'hormones AJS 226 et DDH 115 dans ton organisme? Mais arrête de me mater, oh! Silence, j'ai dit, je me cause. Donc, ma chère Aurore, c'est pour ça que ton niveau de sérotonine est en train de crever le plafond et que tu as une furieuse envie de lui sauter dessus et de... Aurore baissa les yeux sur les paumes de ses mains. Elle venait de se planter les ongles jusqu'au sang. Bordel de merde. Diversion! La paranthrope tomba de sa chaise et poussa un gémissement étouffé. Bruit venant de l'extérieur ou pas, l'inconscient d'Étienne trouva le soudain vacarme suffisamment éloquent pour secouer son propriétaire. Le vétéran se redressa subitement, une main sur la queue de détente de son pistolet et la voix un peu pâteuse. Il cligna plusieurs fois des yeux alors que son cerveau recontextualisait son environnement et l'avertit qu'il ne courait aucun danger immédiat. Merde, Aurore! Aurore, tu vas bien? Qu'est-ce qui se passe? Il inspecta la paranthrope d'un air soucieux, en l'aidant à se redresser, constatant le sang sur ses paumes. Rien de grave, j'ai fait un cauchemar, c'est tout. Je suis tombée. Quelle andouille je suis. Tu t'es coupé? Ça n'avait pas l'air très grave, jugea Étienne, ni même d'être une coupure en fait. Elle avait simplement dû se faire mal en tombant, quelque chose comme ça. Étienne se sentit un peu bête soudainement. Il avait réagi au quart de tour pour un cauchemar et un bobo superficiel. Cela dit, un cauchemar qui faisait chuter d'une chaise, ça avait dû être fort. Peut-être que les paranthropes rêvaient différemment. Mieux valait rester attentif à sa collègue. Bon, c'est rien, je vais te mettre un pansement. Étienne se gratta son début de barbe. C'était idiot. Aurore pouvait régénérer tous ses membres en quelques minutes, comme si une main vaguement irritée avait besoin de traitement. Ah, laisse tomber, j'avais oublié que... Qu'Aurore n'était pas humaine, que derrière son joli minois et ses grands yeux bleus, c'était un monstre dégueulasse avide de boire ton sang. Que tu guérissais vite. Bon, dans tous les cas, c'est juste un mauvais rêve, tu risques rien ici. Enfin, à part te faire bouffer par des vaches mutantes. Le vétéran se gratta l'arrière du crâne, un sourire gêné au visage. Ouais, je sais que je suis pas très rassurant, hein. C'est quoi ton cauchemar? Tu veux qu'on en parle ou... Aurore pinça les lèvres, elle n'aimait pas mentir à Étienne. Mais quoi? Tu veux lui dire quoi, sérieusement? J'ai envie de te faire l'amour, de te bouffer, les deux en même temps. Ah, comme je t'aime, ah, comme je te hais, ah, comme je te désire. Tue-moi maintenant, que ton visage soit la dernière chose que je vois. Je hais le monde et tout ce qu'il contient, mais peu importe, car tu es avec moi. Vas-y, exprime-toi, espèce de drama queen. Aurore renifla. Rien de grave, juste un cauchemar stupide. J'étais poursuivie par des vaches mutantes cannibales et je me retrouvais dans une cave avec un agent de la Légion étrange et une carotte qui parle. Dans ce cas, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. À part lui, le vétéran se demandait ce qu'avait bien pu être ce cauchemar pour qu'Aurore ne veuille pas en parler. Peut-être une réminiscence d'un événement traumatique. Après tout, elle en avait connu un certain nombre. Mieux valait ne pas être trop indiscret. Si elle n'avait pas envie de s'ouvrir sur le sujet, c'était son droit. Tu te sens d'attaque pour sortir? Ou tu préfères dormir un peu? Ça a l'air calme, mais... on peut attendre encore un peu si tu veux. Je suis prête. J'arriverai pas à fermer l'œil de toute façon. Elle attacha vaguement ses cheveux en chignon large, passa son sac en bandoulière et revérifia son arme. Passe devant. Je te couvre.